prestation de cette fin d'après-midi. Comment on passe de la cyberamitié au cyberharcèlement et cybersexisme. Alors, on a vu tout à l'heure l'attractivité du monde du numérique, du monde des écrans, et je reprends juste pour introduire l'élan naturel en fait à l'interaction, l'élan naturel donc humain et les comportements affiliatifs sont-ils au service du numérique ou est-ce à l'inverse le numérique qui est au service de la socialisation? On peut effectivement aussi penser que notamment les portables, puisque mon intervention va se focaliser sur l'utilisation des téléphones portables. Est-ce qu'effectivement le portable, les réseaux sociaux numériques sont une entrave ou au contraire permettent de nouvelles relations? Donc cette petite photo que j'ai mise ici, j'aurais pu en mettre bien d'autres, de groupes de jeunes qui peuvent être même autour d'une table tous ensemble avec leur portable. Et si on leur demande s'ils sont en train d'échanger entre eux ou s'ils font un jeu ensemble, en fait non, ils sont chacun sur un programme différent. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en train de regarder quelque chose ensemble ou d'être hyper connectés entre eux. Ils le sont hyper connectés mais avec d'autres. Voilà, la preuve en est en tant que maman, j'ai déjà vu effectivement mon fils dans un groupe de jeunes me disant waouh super, il est déjà intégré, on est dans un club en vacances, il est avec d'autres, il y a 6 enfants qui l'entourent, je me dis super. Et en fait non, ils sont ensemble, donc le contact physique et la recherche de l'autre est là. Ils ont moins la gêne peut-être d'être seuls, mais ils sont face à leur écran, mais peut-être effectivement très accompagnés d'autres personnes connectées, où ils sont peut-être en train d'envoyer des SMS ou en train de snapper. Enfin voilà, oh bon, je vais pas y arriver. Snapchat. En fin d'après-midi, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, à la fois cette recherche, malgré tout, de contact physique, mais une recherche via l'intermédiaire des écrans, qui est certainement aussi protectrice et qui permet, on va voir, de démultiplier les possibilités de connexion. Alors, on s'interroge effectivement entre le geek, donc celui effectivement qui est passionné et intéressé par le multimédia, le numérique, au ce qu'on pourrait dire le no life, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de vie tant il serait absorbé. Quelle transition y a-t-il? Alors, ils peuvent comme ça nous sembler accaparés par les artefacts du numérique, et cet accaparement peut-il conduire à une indisponibilité pour de vraies rencontres, des rencontres tactiles, j'aurais tendance à dire tactiles au plan même sensoriel, olfactive, sentir l'autre. L'intervention de Nacera tout à l'heure effectivement sur les différents sens prend tout son sens ici, sens au sens de sensorialité et au sens de signification. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette cyber interaction? Est-ce qu'elle remplace le face-à-face? Est-ce qu'elle inaugure d'autres modalités relationnelles qui pourront malgré tout permettre d'étendre rencontres physiques réelles après le virtuel? C'est également tout à fait probable, des enfants qui se parlent pendant un certain temps sur des groupes et puis qui à un moment donné décident de se rencontrer pour de vrai et sont assez surpris d'ailleurs lors de cette rencontre de se découvrir véritablement. Alors ça semble comme ça magique, facile, mais c'est aussi dangereux cet accès à l'autre via les écrans. En fait, la cohorte de réseaux sociaux numériques, de lieux d'information, de diffusion et d'échange ne permet pas, en tout cas, à l'orchestration parentale de bien veiller sur les modalités de fonctionnement, tant les possibilités d'échange sont importantes. Je connais peu de parents qui sont en capacité d'avoir un identifiant dans les différents espaces possibles, et donc ça échappe à la famille, ça échappe au tuteur. Alors je vais pas les énumérer, il y a eu pas mal d'interventions en amont.
Je vais tirer l'attention sur ces espaces qui sont à la fois des espaces donc de communication, on vient de le voir, mais également des espaces de publication, avec la sollicitation d'une autre forme d'attention que l'attention humaine concrète, réelle, l'attention de l'enfant à sa mère, du tout petit à sa maman, qui va être rejouée ensuite dans d'autres interactions secondarisées tout au cours du développement de l'enfant. En fait, les outils numériques vont, en tout cas les réseaux vont solliciter cet intérêt, cette attention. C'est-à-dire que on va venir vous chercher, vous voyez, attirer l'attention avec une publication. On vient vous chercher, on vous propose de publier. Si vous n'avez pas publié depuis un certain temps, on vient vous dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas publié. Vous avez un certain nombre d'annonces comme ça qui vous motivent à publier et à rester effectivement sur cet espace assez voyeuriste et assez exhibitionniste de soi. Alors là, je viens de développer des éléments plutôt négatifs. En même temps, c'est aussi un espace donc de partage et de solidarité. C'est-à-dire que ce qu'on en fait, ça peut être aussi quelque chose de tout à fait constructif en termes de diffusion. Là, j'ai l'exemple du site des 5e 2 qui a eu assez peu de succès malgré tout, mais qui pouvait effectivement permettre aux élèves de récupérer un certain nombre d'informations. Là où il pourrait y avoir danger, c'est si ce site ou si le WhatsApp, en tout cas si le groupe formé par les élèves n'est que celui des élèves. C'est-à-dire s'il n'y a aucun administrateur adulte, ça peut être effectivement problématique. Qui garantit que ce qui transite correspond effectivement bien à des informations scolaires et des bonnes informations. Il est très facile de déposer une fake news qui serait par exemple le prof de maths demain matin à 8h30 n'est pas là et puis personne n'est là et en fait il boycotte le cours de maths du matin. Voilà. Bon, mais l'idée est extrêmement bonne à partir du moment où ça peut être effectivement quand même supervisé. Et il faut absolument qu'il puisse y avoir au moins dans le groupe un adulte un petit peu au courant de ce qui se dit, de ce qui se fait. Là, j'ai mis d'autres groupes qui sont alors moins ceux des jeunes que ceux des moins jeunes, mais par exemple pour organiser la conférence d'aujourd'hui, il a fallu effectivement organiser un groupe, le groupe de la conférence Potentiel 10 qui nous a permis d'échanger. Avec d'autres jeunes, je vais organiser un atelier philopsy, un atelier philocognitif. C'est le moyen non seulement de passer l'information, donc de diffuser, mais également après l'atelier de donner des informations post-atelier, et puis de se dire que tous ont finalement les coordonnées des uns et des autres, et que plus facilement ils peuvent eux aussi continuer d'échanger. Donc il peut y avoir une vie, une durée après la réunion, après la rencontre, là aujourd'hui par exemple, après la conférence. Tous les intervenants d'aujourd'hui ne se connaissaient pas nécessairement. Maintenant, grâce à cette rencontre, ils pourront effectivement utiliser ce canal-là, même si on ne sera plus le 22 mai 2019 et que la conférence sera passée. Je voulais également... donc là, c'est bon, j'ai crayonné, mais mettre vraiment l'accent sur un certain nombre de pratiques qui paraissent comme ça extrêmement simples et évidentes. On le fait tous les jours sans même s'en rendre compte, mais la portée symbolique est quand même, me semble-t-il, assez hallucinante. C'est-à-dire que donc c'est ma page, hein, j'ai fait des captures. Donc par exemple, j'ai 812 amis. Voilà, j'ai 812 amis. Je ne les connais pas. En fait, c'est absolument pas 812 amis. J'ai 812 connexions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça laisse à entendre que on est populaire, on a des amis. En fait, ça relève absolument pas de l'amitié. Là, je vais avoir par exemple invité. Voilà. Donc, je clique et hop, j'invite quelqu'un. C'est mieux que d'inviter chez soi, en fait. Hein. C'est beaucoup moins compliqué au niveau du débarrassage de la table, de la tenue vestimentaire. Enfin, ça paraît comme ça, effectivement facile, mais en même temps, c'est assez étrange. Alors, je peux synchroniser mes contacts, ce qui fait comme ça, je peux l'avoir sur tous mes outils. On me suggère des personnes, des gens que j'ai jamais vus de nulle part, on me les suggère. Alors, peut-être que leur tête me plaît, je clique, peut-être pas. Enfin, c'est quand même assez étonnant comme modalité relationnelle. Alors, ajouter, voilà, paf, on clique et on a ajouté. Et puis, quand on en a marre de quelqu'un, hein, on n'aime pas trop ses posts, ou il nous agace, on supprime. Alors, ça paraît rien comme ça, mais sur
certaines fragilités narcissiques, sur certains adolescents en quête identitaire. Ça peut vraiment être un souci d'avoir été supprimé d'un groupe. Ou même d'avoir été simplement supprimé d'un réseau en particulier. Donc ce sont des ados qui ont plein d'amis, mais quel type d'amis? Voilà. Et ça peut effectivement leur permettre une certaine popularité, une certaine notoriété, une certaine e-sociabilité, mais derrière se cache aussi de la souffrance, et cette souffrance-là, je l'observe au cabinet. Donc en fait, quelques rappels, l'adolescent est influençable et du coup influencé par des outils qui sont tellement à sa portée, tellement simples, qui lui donnent le sentiment de toute puissance. L'adolescent est en quête identitaire, donc il va chercher des amis, il va chercher à s'identifier à d'autres adolescents. Et il va être en quête de nouveaux repères, c'est-à-dire qu'il va chercher aussi à se normaliser au groupe dans lequel il pourrait se confondre, notamment dans son collège ou dans son lycée. Alors ça se joue quand même beaucoup plus sur le collège. Et donc il va se jouer on va dire des identifications et des repositionnements narcissiques personnels sur le cyberespace qui échappent aux adultes et qui échappent également aux enfants, qui peuvent donc être mis en grande instabilité psychique et narcissique. Ce sont des nouvelles socialisations qui sont assez fugaces, qu'on obtient vite et qu'on perd tout aussi vite, avec également des risques de dépersonnalisation au sens de vouloir ressembler aux autres ou correspondre au modèle que d'autres vont véhiculer. Donc c'est ce qu'on appelle l'oppression conformiste. Alors du harcèlement, il y a déjà le grand mot là qui arrive, parce que ça va être la forme répétée qui va effectivement conduire à ce que un adolescent finisse par faire ou fonctionner ou poster le type d'information que les autres vont également poster. Voilà. Donc on parle globalement de cyberviolence et puis de cyberharcèlement, mais on va revenir sur les définitions quand il y a répétition. Donc comment on passe effectivement de la e-socialisation au cyberharcèlement? Donc ça va très très vite, l'enchaînement. Alors le modèle n'est pas forcément idéal puisqu'en fait tout s'intrique, mais donc l'espace du la cybersocialisation permet à la fois une certaine forme de célébrité, jusqu'à ce qu'on le soit d'ailleurs plus du tout, avec des rumeurs ou des dissociabilité, voilà, le nombre d'amis que l'on a, le nombre de connexions. Assez rapidement, on peut être sur des cyberagressions. C'est juste envoyer un post désagréable, voilà, qu'on se prend chez soi à un moment où on va plutôt bien et d'un seul coup on se reçoit un truc, on n'a rien demandé à personne et d'un seul coup paf, et ça fait effraction dans le psychisme de l'adolescent. Quand c'est répété, et ça peut effectivement l'être, ou relayé par d'autres, du coup on est sur du cyberharcèlement. Et puis je vais beaucoup m'attarder sur le cybersexisme parce que ce qui se joue sur les réseaux porte beaucoup de discrimination sexuelle. Alors, on passe assez rapidement d'un espace de socialisation où on veut effectivement être membre d'un groupe et être pareil que ses homologues, que ses pairs, au risque de l'ostracisation si on ne se plie pas, au risque du rejet, si on ne se plie pas aux règles des cyberéchanges. Alors, quelques petites définitions. Qu'est-ce que le cyberharcèlement? Alors en fait, ça désigne les violences qui se déploient à travers le cyberespace dans le but d'insulter, de harceler, simplement harceler, d'humilier, de répandre des rumeurs, donc d'ostraciser, bannissement d'un indésirable, donc ça peut être vraiment avec intentionnalité, d'exercer une coercition externe, donc ça va être une contrainte psychique à ce que effectivement l'autre fasse comme le groupe, ou fasse pas nécessairement comme le groupe, mais fasse ce qu'on lui dit de faire. Il peut y avoir des injonctions à faire, à dire, à poster, des choses qui sont contre nature de la personne. J'y reviendrai. Des violences qui vont donc contaminer alors l'espace scolaire, de moins en moins au plan du portable, mais tout autant au plan des échanges. C'est-à-dire que
c'est latent. Tous les enfants savent effectivement de quoi il s'agit. Tous vont rigoler sur le fait que tel poste a été véhiculé et ils vont continuer sur des temps extrascolaires à le diffuser. Donc ça dépasse dans tous les cas l'espace scolaire pour l'espace personnel, l'espace familial. Alors familial, j'entends l'environnement familial, mais souvent les parents ne sont absolument pas au courant de tout ça. Les enfants sont assez peu dans la communication de cet univers-là. Ça reste leur univers à la fois intime par rapport à la famille et complètement exposé au plan des autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de forme d'intimité qui n'en est pas une. C'est extrêmement étrange et ils ont beaucoup de mal à ouvrir cet espace-là à leurs parents. Ils ont souvent honte. Et puis, ça contamine l'espace psychique, c'est-à-dire que c'est non-stop, c'est-à-dire que vous allez voir, enfin, les échanges, puisqu'ils n'ont plus lieu sur le collège, ils peuvent avoir lieu à 2h du matin. Alors, une petite, comment dire, un petit zoom sur une enquête extrêmement intéressante qui date de 2012. C'est une étude sociologique dans les établissements franciliens de la 5e à la seconde. Qui fait état des lieux du cyberharcèlement et notamment du cybersexisme chez les adolescents donc de cet âge, donc 12-15 ans. Alors, qu'est-ce que le cybersexisme? En fait, il s'agit donc d'une violence en ligne, mais qui prend racine hors ligne. Elle prend racine avant, pas toujours, mais assez souvent, et dans tous les cas, après. Le démarrage se déclare souvent en milieu scolaire ou aux abords. C'est-à-dire que c'est souvent le groupe des enfants, le groupe de collégiens, ce sont des enfants en fait qu'on, non seulement on va avoir des échanges via le téléphone, mais après en plus on va être en contact avec eux, donc ça démultiplie l'emprise et ça démultiplie l'effet de violence. Et donc ce démarrage va se poursuivre, d'où harcèlement, et s'amplifier en ligne et hors ligne, et puis ça se nourrit comme ça entre ce qui peut se dire en face à face et ce qui peut se dire via les réseaux. Donc c'est cette imbrication hors ligne en ligne qui va démultiplier donc l'effet de la violence par un envahissement intrusif au point vraiment de mettre des enfants, des adolescents en situation de détresse gravissime. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une chanson, c'était La Petite Émilie. J'aurais pu la mettre, où en fait la jeune fille, à force d'être ostracisée, d'être critiquée et à force de subir des rumeurs, finit par avoir un acte de rejet personnel de la vie et se suicide. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui effectivement est rare, mais qui existe. Donc c'est dramatique. Et il va être question notamment des selfies et des sextoys, on va y arriver, pas les sextoys. Non, c'est pas un jeu. Les sextos. Les selfies et les sextos. Alors, qu'est-ce que la sociabilité digitale? L'enracinement effectivement de ces sextos, ça va être cette sociabilité qui va passer essentiellement par le partage de posts avec assez peu d'écriture, souvent des écritures abrégées, mais des commentaires, des choses effectivement écrites par-dessus des photos et puis des vidéos. Donc c'est beaucoup véhiculé par l'image. Certains enfants qui n'avaient pas accès à Facebook allaient directement sur Instagram, et en fait Instagram au démarrage c'était un site un réseau de photos. On va avoir des injonctions différentes filles-garçons autour de la présentation de soi. Donc ce sont des photos, des vidéos avec certains codes et des codes qui ne sont pas les mêmes. Alors il va y avoir appropriation du corps des filles en ligne, c'est-à-dire que ces images vont être conservées, transformées. En fait, elles vont être récupérées, décontextualisées et elles vont être partagées. On a beaucoup plus effectivement d'images féminines, et en tout cas d'images féminines qui vont être récupérées pour être transformées. Et on va arriver à des situations de circulation d'images d'un soi dénudé, avec des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Les garçons vont être populaires s'ils ont effectivement une photo en caleçon avec le torse nu. En revanche, une fille avec une tenue parfois même moins légère pourrait être considérée comme une salope.
Des remarques qui modifient le comportement. Dans cette étude, on a 20% des filles interrogées qui déclarent avoir renoncé à une tenue vestimentaire pour garder une bonne réputation, contre seulement 6,9% des garçons. Donc, ça influe la façon de se présenter, la façon de s'habiller, pour s'éviter effectivement des soucis. Pour les garçons, les règles de présentation de soi, en fait, sont moins codifiées et surtout moins strictes que pour les filles. Donc ça touche vraiment l'intimité et le paraître. Les selfies intimes. Alors, on a 6 à 7,5% des élèves, filles comme garçons confondus, qui réalisent ces fameux selfies intimes. Donc là, ce sont des selfies ou qui peuvent être un peu suggestifs, ou qui en tout cas sont en situation de dévoiler, de dire un petit peu quelque chose d'eux-mêmes, qui manque un petit peu de pudeur. Mais les filles sont 2 fois plus nombreuses que les garçons à avoir réalisé des selfies sous la contrainte. Et c'est assez terrible, le plus souvent sous la contrainte de leur petite amie. On a 4% des filles pour 1,4% des garçons. C'est énorme. Parmi elles, on a une fille sur 3 qui a été contrainte au moins 3 fois depuis le début de l'année scolaire. Ça paraît mais énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça hallucinant. C'est une étude, hein, donc là, autant tout à l'heure, j'étais sur ma pratique de cabinet avec un vécu personnel. Là, je suis sur une étude qu'on va mettre d'ailleurs en ligne sur le site Potentiel 10. Alors, les dérives des selfies. On va avoir une fille sur 11 et seulement un garçon sur 15 qui a pu voir des photos ou vidéos d'elle ou donc de lui modifiées et ou diffusées sans accord. Donc les modifications concernent essentiellement les filles. Alors voilà ce que ça peut donner. On prend une photo, on la transforme, on peut faire grossir, on peut maigrir, on peut changer le décor. C'est-à-dire que cette photo, elle a très bien pu être prise sur une plage. Alors là, j'ai mis un smiley, mais généralement, il se donne pas cette peine-là. Et puis on peut écrire des choses. Alors généralement, ce sont des choses quand même un petit peu plus salaces. Là, je me suis amusée moi à juste mettre un code barre, voilà, comme si effectivement c'était de la marchandise à vendre, et ou une cible, quelqu'un qu'on veut effectivement atteindre. Donc là, j'ai fait quand même du light. Mais ça peut être des choses beaucoup plus terribles. Donc là, vous avez une capture d'écran, minuit 30. Les parents pensent que leurs enfants dorment. Donc j'ai raturé les prénoms des enfants qui sont en train de se dire des choses absolument terribles. Alors l'image est petite pour éviter que ça ne puisse pas être diffusé sur YouTube. Mais voilà, enfin... on va vous faire comprendre, continue, tu vas rejoindre tes morts, suce-moi la zob, etc. Enfin des abominations, donc des menaces qui doivent être tenues donc hors ligne. Voilà, donc là pour la petite histoire, une jeune fille qui était présentée sous des aspects qui ne correspondaient pas du tout à la photo originale, et le petit ami qui venait là pour le coup à sa défense. Alors, les filles sont 2 fois plus souvent victimes de violences à caractère donc sexuel que les garçons, pour les rumeurs, les insultes, les remarques sexistes. Une fille sur 10 déclare qu'on lui a demandé d'embrasser, de caresser ou de toucher des parties intimes tout en se filmant. J'ai eu des patientes, de jeunes adolescentes qui ont pu vivre effectivement des situations comme celle-là où on les menace d'un certain nombre de choses si elles ne font effectivement pas ce qu'il leur est demandé de faire en se filmant. Donc avec parfois même des activités masturbatoires qui sont ensuite envoyées. Donc autant vous dire qu'elles n'ont pas du tout envie ensuite de raconter ça à leurs parents. Et souvent elles ont fait ça de peur que soit divulguée une information beaucoup moins intime les concernant, mais qui déjà leur posait souci. C'est-à-dire qu'en fait il y a une cascade. On peut très bien la menacer d'avoir découché et d'avoir eu déjà son premier rapport sexuel. Voilà, on te menace de prévenir tes parents de ça. Et ben derrière, la jeune fille, elle va faire ce qu'on lui dit de faire et ne pas du tout prévenir ses parents de cette activité masturbatoire filmée. Donc
On passe donc du cyberharcèlement à quelque chose d'un petit peu plus resserré autour du harcèlement sexuel. Il me semblait important, donc là on n'est pas sur le cyberharcèlement, c'est le harcèlement sexuel, mais au service donc, enfin en tout cas mis en puissance avec l'espace cybérique. Le code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent en son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. En pratique, le harcèlement sexuel peut par exemple prendre la forme d'attouchement, donc ça c'est effectivement dans la vraie vie, dans la réalité, d'allusions à caractère sexuel, ça peut être dans la réalité mais absolument dans le virtuel, et il y a encore plus effectivement de possibilités de proférer des allusions de ce type-là via les téléphones, de messages suggestifs, etc. Oups. Alors, juste pour rappeler la protection et le droit des enfants, la Convention internationale relative aux droits des enfants, donc votée il y a 25 ans, reconnaît aux enfants et aux adolescents des droits qui peuvent trouver un mode de concrétisation dans les ressources du numérique et que celle-ci peut favoriser. Alors, à la fois, ils ont des droits, mais ces droits-là, en fait, trouvent leurs limites dans un certain droit ou en tout cas un certain devoir de réserve. Chaque enfant a le droit de s'exprimer et d'être entendu sur les questions qui le concernent. L'enfant a le droit de s'informer sur l'actualité. Les médias doivent permettre aux enfants de s'exprimer. Super, mais alors est-ce que effectivement, pour autant, ils peuvent s'exprimer sur n'importe qui, sur n'importe quoi, et dire n'importe quoi, et transformer des informations et faire et véhiculer des fake news. Voilà. Donc effectivement, ils peuvent dire c'est mon bon droit, oui, enfin jusqu'à effectivement la limite du respect de l'autre. Chaque enfant a droit à l'éducation et au loisir. Les enfants donc ont le droit de jouer, d'avoir des loisirs, des activités sportives, culturelles et artistiques pour développer leur talent et apprendre les valeurs liées à la vie en société. Donc là encore, chaque enfant a tout à fait le droit d'utiliser les jeux et les circuits qui permettent effectivement de discuter avec d'autres enfants et d'autres adolescents et des groupes de partage. Donc là jusque-là, les parents ne peuvent que préserver ces droits-là à leurs enfants en les exposant malgré tout à certaines rencontres qui peuvent être presque plus mauvaises que la rencontre en extérieur dans la rue de quelqu'un qui pourrait être nocif, comme disait Renaud tout à l'heure ce matin. Chaque enfant doit être protégé contre toutes les formes de violence. Personne n'a le droit d'exploiter un enfant. Alors là, effectivement, on est enfin sur un droit à la protection. Mais alors, comment le protéger, tandis qu'il a d'autres droits qui sont effectivement des droits qui sous-tendent davantage une liberté d'accès aux informations, aux loisirs, d'accès à l'expression. Donc, c'est extrêmement compliqué, effectivement, en termes de protection de droits des enfants, de pouvoir déterminer des limites à des enfants qui eux-mêmes sont pas très demandeurs finalement d'être protégés puisqu'ils sont en grande réclamation de liberté. Chaque enfant a droit à la protection de sa vie privée et alors là, pour le coup, il y a vraiment une action extrêmement indispensable à travailler et avant l'adolescence qui va être les contenants, la pudeur, l'intimité, la capacité effectivement de penser son propre corps comme étant sa propriété propre. Alors, comment prévenir, protéger, accompagner avec effectivement des droits et des devoirs, et en tout cas certains devoirs ou droits qui se contredisent, ou en tout cas qui peuvent contrecarrer le cadre que pourraient mettre les parents dans leur souhait de protéger leurs enfants. Alors, ce que je disais tout à l'heure, travailler les notions de pudeur et d'intimité. Ce qui n'appartient qu'à soi n'est effectivement pas nécessairement caché, au sens de honte, de gêne, mais en tout cas réservé, préservé, respecté. Et ça s'apprend depuis qu'ils sont tout petits. À quel moment on n'essuie plus effectivement un enfant aux toilettes? À partir de quel moment on ne lui impose plus de le laver, de le récurer et on lui rappelle effectivement que c'est son corps propre? À quel moment on cesse d'obliger un enfant de faire une photo alors qu'il souhaite pas être pris en photo à ce moment-là? Donc ce sont des choses qui se mettent en place en fait tout au long de la vie et pas simplement à l'adolescence. Donc apprendre à poser ses limites, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est ce qui est la meilleure garantie, la meilleure protection pour que les adolescents puissent à un moment donné oser dire stop, oser poser leurs limites, oser dire non et oser aussi communiquer leurs soucis. Alors parfois
difficilement à leurs parents, mais en tout cas au moins déjà à une personne intime, à une personne de leur entourage. Souvent, les parents sont informés par un meilleur ami ou une meilleure amie lorsqu'il y a un souci. Mais encore faut-il avoir suffisamment confiance dans sa propre valeur pour oser dire une information à quiconque d'autre, information qu'il dévalorise. Avoir le courage donc d'en parler. Et puis pour les parents, alors le courage d'en parler pour l'adolescent, mais également pour les parents. C'est-à-dire que les parents ont aussi à amener ce sujet-là difficile avant qu'il ne survienne par anticipation. Bien veiller, surveiller, c'était ce que je disais tout à l'heure en étant administrateur, ami ou être effectivement connecté, aller voir effectivement sur quoi nos enfants, nos adolescents surfent. Et puis lorsqu'il est trop tard, lorsque effectivement quelque chose d'assez néfaste se produit, intervenir extrêmement rapidement. L'intervention, elle est institutionnelle au niveau de l'institution, donc familiale. On prend le point, on communique, mais elle peut être aussi institutionnelle au plan scolaire. On va porter l'information. On n'est pas obligé de donner tous les détails, mais en tout cas, on va porter l'information au niveau de la structure scolaire. Et puis, on n'hésite pas à consulter un psychologue en famille, puis l'adolescent seul si c'est son souhait, et puis à porter plainte. Pour le harcèlement sexuel, alors c'est pas spécifique au cyberharcèlement, mais il est répertorié. Donc à la fois vous avez le harcèlement sexuel, vous avez le harcèlement moral qui est beaucoup plus difficile à déterminer, mais qui pose, qui fait des dégâts absolument terribles. Et puis le viol. Alors ça, le viol, on peut s'interroger effectivement dans l'espace cyber, si ce n'est que, obliger un garçon à se masturber ou une jeune fille à se dénuder et à pratiquer une activité masturbatoire, on peut aussi s'interroger effectivement dans quelle mesure ça relève pas du viol. En tout cas, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, il n'y a absolument aucun doute, on peut les retrouver dans l'espace cyber. Donc les sanctions, vous les voyez, elles sont quand même extrêmement importantes et il y a une vraie politique autour de la lutte contre le harcèlement qui vous permet d'aller porter plainte, voire déposer une main courante si on n'en est pas effectivement à un niveau au niveau de la plainte, qui sera absolument bien accompagné et accueilli par le commissariat. Voilà, c'est terminé.